Non, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Non, j'ai pas de conflit d'intérêt parce que j'ai pas de gouttière à vendre. Donc en fait, je vais essayer de faire une synthèse. Et, avant de faire une synthèse, je voudrais juste me présenter d'abord parce que c'est poli. Et c'est important de savoir qui vous a fait en face de vous, parce que la vision qu'on a d'un problème, quel qu'il soit, dépend beaucoup du type d'exercice et du recrutement. Alors moi, j'ai passé un DU d'occlusodontie il y a très longtemps. J'ai un exercice privé à Paris en occlusodontie depuis assez longtemps. Et j'étais pendant vingtaine d'années dans un service d'orthodontie avec le professeur Decker. J'ai arrêté cette année pour des raisons administratives un peu stupides, mais peu importe. Et j'ai vu un certain nombre de patients pour des problèmes, disons, de dysfonction. Et j'ai marqué que j'avais fait à peu près 3000 gouttières, j'en ai certainement fait un peu plus. Ça veut dire que je cumule à moi tout seul bien plus d'échecs que vous tous réunis. Et donc je peux parler des gouttières parce que j'en ai fait quand même un certain nombre. Pourquoi il faut demander l'avis d'un clinicien? Il faut demander l'avis d'un clinicien parce que moi je suis assez feignant, j'ai lu la littérature, il y a énormément d'études et c'est vrai que c'est difficile. Ces études, elles m'ont pas suffisamment aidé au fauteuil. Ce qui est sympa, c'est que la littérature, parce que les études sont compliquées, c'est multifactoriel, c'est difficile d'étudier les facteurs qui peuvent être dérangeants. On a demandé tout à l'heure, mais quels sont les facteurs occlusaux qui sont dérangeants? Mais c'est tellement difficile à faire ça. Et en plus, on s'est focalisé sur des critères occlusaux qui n'étaient peut-être pas les meilleurs. Il y a Paul Seluc, un ami, qui a pris 150 références. Et ces 150 références, elles sont un petit peu décevantes. On aimerait bien avoir des recettes, des trucs qui marchent, ou savoir quel est le défaut qui cause une perturbation en occlusaux. Mais d'abord, c'est difficile et souvent, on a cherché des trucs qui n'étaient pas forcément les bonnes questions. Les orthodontistes ont cherché, je les adore, mais ils ont cherché pendant des années, est-ce que la classe 1, c'est mieux la classe 1, ou est-ce qu'il y a moins de problèmes quand on est en classe 1 qu'en classe 2, etc. C'est des rapports très statiques, on a étudié des rapports statiques et on peut souffrir en classe 1. Je veux dire, on a étudié, et c'est parce que c'est facile à étudier, mais c'est plus difficile d'étudier quel est le jeu musculaire qui fait qu'on aboutit à cette classe 1, quel est le jeu musculaire ou quelles sont les pressions qui sont occasionnées par cette occlusion de classe 1 ou de classe 2. Et c'est vrai que la seule chose, et je suis content quand même, c'est que la littérature a quand même globalement dit ce qu'il ne fallait pas faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. La littérature dit qu'il faut faire des choses réversibles la plupart du temps. La littérature dit qu'on a pendant un certain temps lancé des patients dans les thérapeutiques qui étaient irréversibles et qui n'étaient absolument pas appropriés. Après, quand vous avez affaire à un clinicien, il faut quand même se méfier des cliniciens parce que, je veux dire, un discours de clinicien, c'est tout à fait possible de changer avec le temps. Et si c'est mal placé dans la hiérarchie des evidence-based medicine, c'est qu'il y a un certain nombre de critères qui peuvent faire que le clinicien va avoir un discours un jour et va changer au fil du temps. Et si vous n'avez pas suivi son évolution, vous êtes perdu parce que vous continuez à faire ce qu'il vous a expliqué il y a 5 ans et depuis 5 ans, il ne fait plus la même chose. Et que la vision du problème dépend aussi vachement de votre mode de recrutement. Moi, je suis spécialisé, je suis à Paris en exercice privé. Et je n'ai pas la même vision, je n'ai pas les mêmes patients que si j'étais forcément en province ou je n'ai pas la même vision que si je travaillais dans un hôpital avec des cas extrêmement lourds. Et ça, c'est important de savoir donc qui vous cause et à quel moment et quel est le type d'exercice. Il y a aussi d'autres choses. Je pensais à la rigueur qu'il faut avoir. C'est-à-dire que je pense à un clinicien, bon, il a appris un certain nombre de choses, mais c'est la rigueur dans l'analyse des échecs et des réussites. Je voudrais juste vous donner un exemple. À une époque, on faisait de la chirurgie pour recapter le ménisque. Moi, j'ai adressé des patients il y a 15 ans parce qu'on voulait recapter le ménisque. On faisait ça sous loupe binoculaire et on mettait 3 points de suture pour que le ménisque tienne à sa place. Et on avait quelques succès. Alors, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait quelques succès. Mais en fait, ces succès, c'était pas tellement l'acte chirurgical, c'était toutes les suites opératoires qui faisaient qu'on gérait le fonctionnement du patient, qu'on faisait qu'il mangeait mou, qu'on faisait qu'il avait une gouttière. Et bizarrement, le geste n'était pas tellement important, c'est pas parce qu'on a fait 3 points de suture que le geste était miraculeux. C'est que bizarrement, les conditions qui faisaient que la chirurgie était un succès, c'était les conditions qui faisaient que la récupération fonctionnelle, à la longue, elle se faisait toute seule. Donc, l'analyse avec rigueur de nos échecs comme de nos succès, c'est quelque chose vraiment d'important. Bon, quant au conflit d'intérêt, en l'occurrence, ça ne se pose pas parce que je n'ai pas de gouttière à vendre.
Après, pourquoi c'est difficile l'occlusodontie? Je montre ces photos à des jeunes orthodontistes à qui je faisais encore il n'y a pas longtemps des cours. Regardez, pour eux, la photo du haut, l'occlusion elle est parfaite, belle classin, ils sont contents, c'est hyper stable. Et puis en bas, c'est dans tous les sens. Oui, sauf que ce patient en haut, il a une double luxation, il souffre. Et je veux dire, l'image qu'on a d'une belle occlusion, et si on a une belle occlusion, la vie sera belle, c'est une image dépassée, c'est bien plus subtil que ça. La patiente, la jeune patiente qui a à peu près le même âge, qui est sur la photo du bas, elle a les dents dans tous les sens. Il lui manque des dents. Bon, je ne dis pas qu'elle n'a pas besoin de soins, mais elle a pas mal, elle mange de tout, elle n'a pas de claquement. Je veux dire, elle n'a aucun problème dysfonctionnel. Il faut qu'une fois pour toutes, je veux dire, on change notre vision de l'occlusion et qu'on change notre vision de cette espèce de package, c'est-à-dire que s'il y a 32 dents bien placées avec une classe 1 et une des occlusions canines, la vie sera belle. Je veux dire, tant qu'on aura cette vision des choses, il y a des patients, on passera à côté d'un certain nombre de patients et on passera à côté de certains patients qu'on pourrait aider. Je n'ai pas dit que c'était facile, je dis que c'est comme ça la vraie vie. Après, l'occlusose, c'est difficile, pourquoi? Parce qu'on dit que c'est un problème, et c'est vrai, c'est un problème d'adaptation. Mais alors maintenant, ce qui est très subtil, c'est qu'on dit que c'est un problème de déficit d'adaptation. J'aime pas qu'on dise que c'est un déficit d'adaptation, parce que quand on dit que c'est un déficit d'adaptation, même si c'est vrai pour un certain nombre de patients, je veux dire, c'est encore ces patients, c'est encore de la faute du patient, quoi. C'est-à-dire que si, à la limite, il y a un déficit d'adaptation, on doit être plus brillant ou on doit être plus prudent. Mais c'est toujours facile de dire que c'est un déficit. Et, ah, ben, pas de bol, madame machin, vous n'êtes pas adapté, pourtant je vous ai fait une prothèse de rêve. Non. Je veux dire que si les gens ont un déficit et si on est capable de l'évaluer, on doit être plus prudent ou plus performant. Parce que ça dépend de la notion, de la quantité de changements qu'on va effectuer. Si on fait une facette sur une incisive, ça ne va pas lui changer la vie d'un point de vue fonctionnel. Si on fait un bridge de 3 éléments, a fortiori des implants, oui, on risque de modifier singulièrement les conditions biomécaniques. Donc on doit être plus prudent et plus subtil. Et puis c'est pareil, c'est la rapidité avec laquelle on fait un changement. Je veux dire, quand vous traitez une patiente, par exemple en orthodontie, qui a 60 balais et qui a les dents qui partent en éventail, et qu'en un an de temps, vous resserrez tout ça. Je veux dire, j'ai des patients, le traitement est bien fait ou c'est illicite, mais en un an de temps, on a modifié complètement ces conditions occlusales qui avaient mis 40 ans pour se défaire. À 20 ans, elle avait les dents qui étaient bien alignées, elles sont parties en éventail. Il est illicite qu'on ramène tout ça, qu'on resserre tout ça, et en un an de temps, on modifie complètement son environnement. Mais elle a des raisons de ne pas s'adapter rapidement, donc il faut l'accompagner. Donc c'est un problème de déficit, éventuellement d'adaptation, et alors là, il faut être prudent, parce que c'est toujours facile de dire qu'après coup, c'était la faute du patient. Et s'il y a des patients qui ont des changements importants à faire, il faut les accompagner, que ce soit en prothèse ou en orthodontie. Mais bien sûr, c'est un problème aussi de quantification des facteurs. On est bien d'accord qu'on vous montre des images et que le plus important, c'est le rapport que vous avez avec le patient et ce qu'il vous raconte et ce que vous entendez. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours visible dans les conférences. Ce n'est pas un problème de normativité, je vous ai montré des photos, ça c'est une évidence. Il y a des schémas normatifs qui peuvent être des guides à certaines thérapeutiques et on peut se fixer un espèce d'idéal. Mais je veux dire, ce n'est pas la fonction et les dysfonctionnements ne sont pas liés à une normativité pure. C'est multifactoriel, tout le monde en a parlé et là on va encore en rediscuter. Donc il faut agir à différents niveaux, c'est clair et net. Et puis, spécifiquement en France, je pense que c'est un problème de formation et de contexte professionnel. C'est vrai que j'admets volontiers qu'on n'est pas forcément formé, on est formé à gérer la douleur aiguë, qu'on est payé pour un certain nombre d'actes, on n'est pas forcément payé pour écouter le patient longtemps et on n'est pas forcément payé pour accompagner les gens longtemps. Ça, c'est une évidence, mais il y a peut-être des moyens de se débrouiller. Mais c'est vrai que tout ça fait que ce n'est pas toujours facile de se lancer dans des traitements de patients, entre guillemets, avec des douleurs qui prennent un peu de temps. Alors, pourquoi la gouttière c'est salutaire? Moi j'ai utilisé ce mot salutaire, j'ai bien aimé salutaire, j'ai trouvé ça dans le dictionnaire parce que c'est propre à conserver ou à rétablir la santé physique, bon, c'est pas mal, mais que ça peut avoir un effet intellectuel et ou moral bienfaisant. Et ça, je crois que c'est vachement important. Si les patients ont une gouttière, alors il ne faut pas qu'ils aient qu'une gouttière, mais si les patients ont une gouttière, c'est-à-dire que quelque part ils sont pris en charge. Il faut qu'elle soit efficace, on va en discuter, il faut qu'elle soit accompagnée de tout un discours. Mais je veux dire, c'est vrai que ça a soit une action physique, soit une action morale de prise en charge et c'est extrêmement important pour ces patients. Donc je dis que la gouttière fait partie d'un ensemble cohérent d'actes thérapeutiques, c'est ce qu'on a déjà dit, servi par un discours compréhensible et rassurant. Alors c'est pas bêtement rassurant, c'est pas ah bah c'est rien madame machin, vous en faites pas, dans quelques jours ça va aller mieux. Non, c'est compréhensible et rassurant. Pourquoi? Rassurant parce que je dis à mes patients,
c'est chiant, ça fait mal, je comprends que vous souffriez, c'est un peu long à gérer quand ça arrive, mais on ne meurt pas dans l'atroce souffrance et je n'ai pas de papy et mamie dans ma consultation. C'est quelque chose qui vieillit bien. J'entends votre douleur, je sais que c'est pénible parce que ça fait longtemps que vous souffrez et que toute seule, vous ne pouvez rien faire, mais ce n'est pas un truc grave. Donc c'est ça le discours rassurant, c'est pas grave, je vous donne des anti-inflammatoires et ça va se passer dans 15 jours. Après, je reviens sur cette histoire de vision occluso-fonctionnelle et sur ces histoires de défauts. On a parlé tout à l'heure, mais d'après vous, quels sont les défauts majeurs, etc., qui peuvent générer? On ne sait pas très bien, c'est difficile de savoir quel est le défaut de l'occlusion qui va générer tel ou tel trouble, puisqu'il y a des gens qui ont des défauts et qui s'adaptent bien. Je voudrais juste préciser quand même quelque chose, c'est que la vision qu'on doit avoir, c'est une vision plus large que juste les dents. Les dents, c'est le premier étage, c'est l'OIM, c'est les contacts, c'est l'occlusion idéale telle que je vous l'ai montré. Moi, j'ai la sensation, mais alors ça c'est vraiment la sensation d'un clinicien sans avoir les études derrière, j'ai la sensation qu'il y a un étage qui concerne la position mandibulaire. L'occlusion, elle est extrêmement fixe, d'accord, elle est rigide. Mais ce qui concourt à maintenir cette occlusion, c'est-à-dire le jeu musculaire qui concourt à accéder à cette occlusion, le jeu musculaire qui concourt à maintenir cette occlusion, le jeu musculaire qui va engendrer des pressions plus ou moins fortes au niveau de l'ATM, c'est le deuxième étage, c'est tout ce qui concerne la position mandibulaire. Ça, c'est plus difficile à étudier, mais ça, je pense que ce sont des défauts qui sont plus générateurs s'ils devaient participer à un dysfonctionnement que le simple fait de la micro-rotation ou de la petite interférence postérieure. Mais c'est vrai que c'est difficile à étudier, et donc c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas encore d'études suffisamment précises pour avoir une espèce de checklist. Ça, c'est mon rêve. J'aimerais bien effectivement qu'on ait une checklist de tous les défauts de l'occlusion et quels peuvent être ou pas, ou quelles seraient éventuellement leurs conséquences. Et le troisième étage, c'est un étage qu'on ne maîtrise pas beaucoup, mais qu'il faut absolument maîtriser, puisque c'est le comportement du patient. On en a parlé beaucoup, on a parlé des parafonctions, du fait de ne pas trop serrer les dents, etc., etc. Mais il y a d'autres choses qui sont difficiles à gérer, comme la phonation, certainement, ou la déglutition, des éléments comme ça, mais il faut en tenir compte. Je reviens 2 secondes sur ces défauts d'occlusion. Regardez en haut, c'est la photo de la petite patiente. Alors pourquoi c'est intéressant? Elle a 22 ans, elle a eu de l'ortho, elle a une parfaite occlusion, c'est hyper stable, d'accord. Il y a un peu de rabbiting, et elle se retrouve avec des articulations en très mauvais état. Parce qu'il y a une rétroposition, on a forcé la mandibule. Le problème, c'est que dans les études, quand on fait des études, comment on définit la rétroposition? C'est à partir de quel moment on est en normoposition condylienne et à partir de quel moment on est en rétroposition? C'est vachement dur. En fait, et donc on dit dans les études, la rétroposition ne génère pas forcément des troubles. Par contre, si vous avez des symptômes, il est licite d'avancer ou de décomprimer. Donc, passer des heures à essayer de savoir quelle est la bonne position pour le condyle, c'est insupportable. La bonne position pour le condyle, c'est quand il n'y a pas de symptômes. C'est l'histoire de Coluche, c'est quoi la bonne longueur pour les jambes? La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre. Et quand on passe des heures et des heures à se battre pour un dixième de millimètre, je veux dire, on ne se pose pas les bonnes questions. La bonne position pour le condyle, c'est quand il n'y a pas de symptômes. Il y a aussi des problèmes de bascule du plan d'occlusion. Ça, on ne regarde jamais et c'est difficile à regarder. Si vous avez une petite bascule du plan d'occlusion, moi, je passe mon temps à palper les muscles des patients quand ils serrent. Si mettez-vous au repos, serrez. Je veux dire, j'ai plein de patients où les muscles, c'est ni synchrone, d'accord, ni symétrique en intensité. Ça veut dire que lors de l'élévation, ça touche forcément d'un côté avant l'autre. Un quart de chouïa, mais un quart de chouïa tous les jours que Dieu fait, plus de l'hyperfonction, je veux dire, je suis persuadé que ça peut générer un certain nombre de symptômes. Alors ça, il faut le regarder aussi, on n'a pas encore d'études là-dessus parce que c'est difficile. Mais regardez tout ce qui est fonctionnement musculaire, tout ce qui est position mandibulaire. Et il y a encore un exemple en bas, c'est la même chose. Cette patiente, regardez, quand elle est en légère ouverture, le milieu est très légèrement décentré. On n'a pas fait attention parce que là encore la canine est un peu verticale, parce que si c'était facile on le saurait. N'empêche qu'on n'a pas regardé à la fin et que pour établir son OIM, elle est obligée de se décaler. Ça veut dire que si elle se décale, il y a des muscles qui travaillent plus d'un côté que de l'autre et il y a des pressions qui sont plus fortes d'un côté que de l'autre. Donc ce que je vois moi souvent, ce n'est pas juste des défauts en statique, c'est des défauts qui sont liés à la fonction musculaire, aux jeux musculaires qui maintiennent ou qui vont accéder à l'occlusion, plus les déplacements, etc. etc. Et donc, il faut avoir cette vision-là. Après, je voudrais dire 2-3 petites choses rapidement. Le diagnostic, on parle des dames et des adames, d'accord? Il faut quand même faire attention. Je veux dire, quand on fait une gouttière, ce dont je suis persuadé, quand on fait une gouttière et qu'on fait de la physiothérapie, le bénéfice doit être rapide. Moi, mes devis ne dépassent pas 3 mois. Si le bénéfice, il peut être au bout de 15 jours, 3 semaines.
Si jamais le bénéfice n'est pas rapide, il faut faire extrêmement attention parce que ça peut être quelque chose de bien plus grave et c'est probablement pas un ADAM. Il n'est pas normal que des patients viennent au cabinet en ayant une gouttière depuis 1 an, en ayant toujours les mêmes douleurs. Je veux dire, ou la gouttière est mal faite, ou on s'est gouré dans le diagnostic, ou on n'a pas fait suffisamment. Alors ça ne veut pas dire que tous les patients, ça va être rapide, mais on a une idée que les choses vont dans le bon sens. Au bout de 3 mois, ils vivent leur vie, ils savent à peu près quoi faire, ils peuvent toujours venir me revoir s'il y a un problème, mais au bout de 3 mois, on sait qu'on est sous la bonne piste. Donc ça, je vous parle du diagnostic dans le cadre des ADAM. Si jamais le bénéfice n'est pas rapide, méfiez-vous. Dans ma carrière, je n'ai pas vu des cas graves, mais j'ai vu 2-3 cas vraiment gravissimes parce qu'on avait laissé les choses traîner. Si on est dans un ADAM, il y a toujours un peu de musculaire et un peu d'articulaire. Il y a quelques cas où il n'y a que de l'articulaire, si vous avez une fibrose, mais c'est rarissime une fibrose, ça n'a tellement pas ouvert depuis tellement longtemps que c'est complètement soudé ou pas soudé, en tous les cas fibreux, mais c'est rarissime. Il y a des gens où il n'y a effectivement que du musculaire. Mais dans la plupart des ADAM, vous avez un peu des deux. Ça veut dire que si vous avez les deux, il faut travailler aux 2 niveaux. Alors après, la question, c'est est-ce que je commence par la gouttière, est-ce que je commence par la physiothérapie? Si effectivement, je veux dire, vous avez des douleurs le matin, on peut considérer que la nuit, il y a une hyperactivité et puis on commence les deux en même temps. Si vous avez une douleur qui est extrêmement violente au niveau de l'articulation, il n'est pas idiot de commencer par une gouttière pour décomprimer un peu, pour que la kiné soit efficace. Après, si vous avez quelqu'un qui a essentiellement des céphalées un peu diverses et qui n'a pas particulièrement de douleurs localisées, vous commencez par la kiné. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne fais plus jamais de gouttière sans faire de la kiné en même temps. Après, est-ce que c'est la gouttière qui est plus efficace que... Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je ne fais plus jamais de gouttière sans faire de la kiné en même temps, juste en même temps ou juste après. Puisque je sais que les deux vont dans le bon sens. Je ne vais pas me poser les questions pendant 7 ans, savoir si c'est ça qui marche mieux que ça. Je sais que les deux, ça allait dans le bon sens. Et après, on le sait très bien au niveau des patients, parce qu'il y a des patients qui vont dire « Ah, la gouttière, ça m'a fait du bien, je sens que ça me fait moins mal le matin. » Puis les autres vous diront « Ah, mais je sens que je suis plus relâché, je sens que j'arrive à ouvrir mieux. » Très bien, il faut être pragmatique. Je continue. Le discours, vous savez, ce qui a le plus changé dans ma pratique depuis 25 ans, c'est mon discours. Les gens que je vois, ils sont anxieux. Pourquoi? Parce que ça touche la tête, parce que ça fait un bout de temps qu'ils ont des douleurs, qu'ils n'ont pas de diagnostic, et ils sont inquiets. Quand je dis plus jamais, vous avez une luxation irréversible. Je sais, moi, que c'est une luxation irréversible. Et je veux dire, si je dis ça, ils sont condamnés, les patients, quoi. Ah, docteur, vous êtes sûr? Ah bah ouais, elle est réversible, madame machin, c'est foutu. Non mais jamais, plus jamais, moi je sais. Je dis, vous savez, vous devez avoir une petite entorse. J'utilise des mots qui comprennent. Je dis, je pense que vous avez une entorse de ménisque. Ah bah une entorse, ils ont une vague idée, ça fait mal. Ils savent que si ça bouge, ça fait mal. Je dis, j'ai jamais vu ça. Non mais il faut jamais dire ça. Vous dire, écoutez, je ne connais pas très bien ce problème, il y a des gens, je vais vous trouver quelqu'un qui maîtrise mieux. J'ai jamais vu ça. La personne, elle panique. Ça veut dire que ouais, il y a un truc hyper grave, il va passer à la télé parce que c'est une personne sur 100 000 qui meurt d'une occlusite. Enfin bon, c'est de l'arthrose. Mais non, c'est pas de l'arthrose. J'ai pas de papy, j'ai pas de mamie dans ma consultation. Et c'est en accord avec ce que dit la littérature. Cette articulation, elle pendouille, elle ne porte pas le poids du corps. D'accord? Les papilles, les mamies sont moins toniques. J'ai pas de papilles de mamie. Je suis au premier étage sans ascenseur, mais bon, il pourrait monter quand même. Je veux dire... mais non, mais c'est vrai. Je veux dire, l'arthrose, ça va être sur d'autres... j'ai des gens qui sont perclus l'arthrose. Cette articulation, elle vieillit bien. La spécificité de cette articulation, c'est que c'est difficile à gérer quand ça arrive. D'abord, les gens ne connaissent pas, ça ne se voit pas. Vous savez que ce serait vachement bien, les gens n'ont même pas la considération de l'entourage. Si vous prenez un coup de poing dans la gueule, que vous avez l'œil au beurre noir, d'accord, et puis la mâchoire de travers, tout le monde a aux petits soins pour vous. Ah, ma cocotte, t'as mal, ouais, tu dois avoir mal et tout, c'est pour ça que tu manges de la bouillie, oui. Non, mais si vous avez juste une luxation irréversible qui fait horriblement mal, je veux dire, vous mangez, ça fait mal, vous baillez, ça fait mal, enfin quoi que vous fassiez, ça fait mal, et puis en plus vous avez des maux de tête, on dit putain, ça l'est alléchante, et puis ça se voit pas. Je veux dire, sur la figure, ça se voit pas. Donc... je ne dis pas c'est de l'arthrose, ça n'existe pas, et je ne dis pas c'est le stress, c'est psychologique. Je vous dis, parce que ça c'est facile, ce n'est pas une réponse médicale de dire c'est le stress, ce n'est pas une réponse médicale. Oh, ça doit être le stress. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Aujourd'hui, tout le monde est stressé. Sauf que tous les gens stressés ont pas mal à l'articulation. Donc je dis, écoutez, comme c'est un problème musculo-squelettique, si vous êtes dans une période difficile, et les gens se livrent, je dis si vous êtes un peu stressé, il y a des chances que ce soit, comme vous êtes tendu, ça en rajoute une couche, ça les gens l'entendent. Et les gens l'entendent et à ce moment-là, ils peuvent
ils peuvent comprendre que ça dure un peu. Donc vraiment, le discours, c'est extrêmement important. 2-3 mots sur les gouttières. Il n'y a pas de gouttière idéale, d'accord? Il n'y a pas une gouttière idéale. Sur 10 patients, je vais décider que tel modèle de gouttière va fonctionner, d'accord? Il y en a 5 qui vont venir en disant « Putain, vous êtes le plus fort, docteur Machin, vraiment, je vous bénis, vous êtes vraiment trop fort, je suis content de vous avoir trouvé. » Il y en a 3-4 qui vont trouver que ça va dans le bon sens, c'est pas flagrant. Et il y en a forcément un qui ne marchera pas. Parce que celui-là, normalement, vous devez décomprimer, mais il va s'exciter comme une puce sur la petite surélévation que vous avez faite, il va avoir mal. Parce que celui-là, je veux dire, ça va décomprimer, mais il est tellement souple, ça m'est arrivé que ça va claquer de l'autre côté. Donc il y a toujours un qui ne marche pas. Ce n'est pas parce que vous avez fait une connerie, c'est parce qu'on a affaire à des gens qui sont différents. D'accord? Donc chaque gouttière a des effets bénéfiques et peut avoir des effets pervers, on en a parlé. Et la gouttière, ce n'est pas une punition, quoi. D'accord? Je vois des gens arriver avec des gouttières, mais je veux dire, jamais je mettrai ça en bouche, quoi. Je veux dire, il ne faut pas déconner. Tu ne vas pas pouvoir parler. Non, je veux dire, ce n'est pas une punition. Et surtout, je dis toujours aux gens, ce n'est pas à vie. Parce que la plupart des gens, ce n'est pas à vie. Si vous dites à quelqu'un qui a 25 balais, tu sais, là, ta gouttière, c'est à vie, mais bon, je veux dire, elle se jette du 3e étage quand elle sort de chez vous. Je veux dire, il ne faut pas déconner. D'accord? Et si la gouttière est bien faite, ça doit être rapide. D'accord? Quant au port à long terme, effectivement, j'ai un certain nombre de patients qui vont la mettre en phase aiguë et ponctuellement, ils savent que c'est une attelle. Je dis, écoutez, c'est une petite attelle. Si de temps en temps, vous sentez qu'il y a un bobo, remettez-la. Et j'ai des gens qui la remettent une petite semaine, par-ci, par-là. Mais ils savent gérer et ils évitent qu'il y ait des problèmes sérieux qui reviennent. D'accord? Le mode d'action, je ne vais pas en discuter parce qu'il y a des gens plus brillants qui connaissent exactement le mode d'action. Donc il y a plusieurs modes d'action et tant mieux que ce soit un peu de la biomécanique, tant mieux que ce soit un peu du psychologique. Moi, ça m'est égal, je sais que si ces 3 phénomènes se conjuguent, ça ira dans le bon sens. En revanche, faites-moi plaisir, il faut vraiment faire un tri, d'accord? Il y a 15 000 noms de gouttières. Alors la gouttière de Rosenfeld, elle n'est pas très différente de la gouttière de machin. Tout le monde a voulu laisser son nom à la postérité, quoi. Ça, c'est un truc de l'être humain. Bon, la gouttière du docteur Intel, de Michigan, de machin. Il y a 4, à mon avis, il y a 4 grands modèles de gouttières qui diffèrent. Il y a 4 grandes familles, d'accord? Et le reste, c'est des subtilités qui n'ont pas d'intérêt, quoi. Il faut être vraiment pragmatique. Si vous regardez dans la littérature, mais vous devenez fou, quoi. Je veux dire, ça va, quoi. Écoutez, globalement, on en a déjà parlé, je vais juste reprendre alors, gouttière de libération ou de stabilisation, d'accord? Ça, c'est une gouttière assez traditionnelle. La gouttière qui tend à positionner la mandibule dans une certaine position, souvent vers l'avant, mais parfois, quand il y a de latéroposition, la recentrer. C'est un deuxième type de gouttière. Des gouttières qui tendent à décomprimer l'articulation et des jigs, ancien nom jig, alors après plein de noms, butée antérieure, je m'en fous, alors ils l'appellent comme ils veulent. Le but du jeu, c'est qu'il y a 4 grandes familles, globalement, il n'y en a pas plus, d'accord? Et il faut jongler avec ces familles en fonction des cas, d'accord? La gouttière de décompression, regardez les images, c'est des situations où on a manifestement une douleur articulaire. La douleur articulaire, elle est bien localisée, ça peut lancer dans l'oreille. Les gens vont voir l'ORL en pensant avoir une otite et c'est une otalgie, d'accord? Donc c'est une douleur qui est accentuée quand on mastique les aliments durs, d'accord? Et peu importe l'étiologie, c'est soit un coup, soit une extraction de dents de sagesse, c'est un étirement. Mais je dis, vous savez, alors je ne leur dis pas, vous avez une capsulite. Je vous raconte juste une anecdote, comme je suis le dernier, je m'en fous si je finis tard. Un jour, je fais une conf comme ça et j'explique, je dis, voilà, ce patient, il a une capsulite. Putain, il y a un mec dans la salle qui se lève et qui me dit, là, je suis désolé, docteur Co, mais je pense que c'est une rétrodicite. Je dis, mais mon vieux, une rétrodicite, qu'est-ce que ça peut changer, quoi? Quand les gens viennent aujourd'hui, je leur dis, vous avez une tendinite, ça, ils comprennent. Là, je dis, forcément, vous avez une petite tendinite. Je me fous que ce soit une rétrodicite ou une capsulite. Le but du jeu, c'est que ça fait mal quand on appuie. Donc, on fait une gouttière pour pas que ça appuie trop. Alors, le but du jeu, c'est ce qu'on vous a montré, c'est qu'il faut décomprimer un peu postérieurement. Donc, c'est pour un problème articulaire. Ça a un bon effet sur l'articulation. Il y a quelques effets pervers, c'est marrant parce qu'effectivement, j'ai des gens très souples et très jeunes en ortho. Donc, il y a une patiente, je décomprime d'un côté. Et la mère arrive avec elle 15 jours après. Je vois souvent les gens. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que je vois très régulièrement les gens. Puis un beau jour, je les laisse partir dans la nature, quand ils sont grands. Mais là, elle revient au bout de 15 jours. « Ah, docteur, vous êtes trop fort, machin, ma fille, ça fait 3 semaines, les anti-inflammatoires ne marchaient pas, ça fait 3 semaines qu'elle a mal, machin. Elle n'a plus mal du tout. » Et la petite, elle me dit « Non, j'ai plus mal. Hein. Mais vous savez, docteur, ça claque de l'autre côté. » Donc, c'est marrant, mais je veux dire, chez certains patients, il y a des effets pervers de ce type-là. Après, on la met la nuit.
parce que ça ne mange pas de pain la nuit et on peut la mettre au début. Et alors ce qui est très étonnant, c'est que vous faites une gouttière qui est plus haute du côté malade, d'accord? Vous dites, mais jamais j'ai fait une suroc. Ils ont une suroc, je veux dire, ils vont souffrir. Non, non. Je veux dire, ils sont vachement contents. Si vous avez une petite suroc pendant quelques temps, bizarrement, ils ne se plaignent pas de douleur, de desmodontite. Mais il y en a un sur 20 qui va se plaindre du desmodontite. Ben, celui-là, on rusera, ou on fera une décompression postérieure de chaque côté, ou on fera une petite gouttière qui avance. On se démerdera pour protéger l'articulation d'une autre manière. Mais faire une petite surélévation, ça marche assez fréquemment et assez bien. D'accord ? La gouttière de positionnement, j'en dis 2 mots parce que cette gouttière de positionnement, c'était une gouttière dans des cas de supraocclusion. On avait, pour X raisons, parce qu'il y avait une souffrance articulaire, etc., on avait décidé que la position mandibulaire, il fallait manifestement la changer. Ce qu'on faisait à une époque, c'est qu'on faisait des gouttières qui imposaient à la mandibule une autre position. C'était souvent en avant. Donc là, regardez, c'était une patiente qui était en supra, qui avait un certain nombre de douleurs, on a mis une gouttière. La gouttière la maintient en avant, elle la porte H24. Après, il y avait 2 solutions. Soit on revient en arrière tout doucement, mais il y avait un certain nombre d'échecs, peut-être parce qu'on arrivait trop vite, peut-être parce qu'il aurait fallu revenir en arrière et adjoindre de la kiné ou adjoindre un certain nombre de choses qu'on ne faisait pas à l'époque. Toujours est-il qu'on disait, ben non, si elle est bien en avant, il faut faire de la prothèse ou de l'ortho. Alors quand ils avaient besoin de prothèse, why not? Quand ils n'en avaient pas besoin, c'était délirant, on ne le faisait pas. Et de l'ortho, bah, comme de toute façon, vous demandez à une femme, est-ce que ça vous ferait plaisir d'avoir un plus joli sourire? En général, elle dit oui, bah tiens, super, profitons-en, bénéfice secondaire, esthétique et fonctionnel. Donc on faisait de l'ortho pour stabiliser la position, d'accord? Pour stabiliser la position qu'on avait déterminée avec la gouttière. Et le but du jeu, c'était qu'à la fin, ce soit les dents, donc on passait par décale, voilà, on passait par décale, et le but du jeu, c'est qu'à la fin, l'occlusion du patient maintiennent cette nouvelle position antérieure qui était dite thérapeutique. On ne fait plus ça, j'en fais très peu parce que c'est compliqué. D'abord, il faut que les patients aient envie de faire de l'ortho, pour d'autres raisons que juste pour un problème fonctionnel, parce que la stabilité à long terme, elle n'est pas claire. Parce que trouver des orthodontistes, je veux dire, qui traitent des cas comme ça, c'est vachement difficile. Ils ne sont pas habitués à traiter des cas comme ça. Un cas comme cette patiente de supraocclusie adulte classe 2, c'est orthochir. Ils décompensent, ils avancent la mandibule. Déplacer dent par dent pour que la nouvelle occlusion, la nouvelle position mandibulaire soit établie par les dents, c'est vachement difficile. Et puis, il faut gérer un certain nombre de choses. Donc, comme c'est relativement délicat, je fais beaucoup moins ce genre de choses. On met des gouttières qui avancent un peu pour décomprimer. Et bon an, mal an, on arrive à gérer les choses sans être obligé systématiquement de faire de l'ortho ou de la prothèse, sauf s'il y a de l'ortho ou de la prothèse à faire. On en profite. C'est-à-dire que dans le cadre d'une thérapeutique, on cherche la meilleure position mandibulaire, mais on ne traite pas d'une douleur articulaire en faisant un traitement aussi lourd. D'accord ? 2 minutes. Allez, 3. Et 2 minutes ? 3, allez, 3. Oh, 3, mais c'est bon. Alors, vous savez ce que disait un copain? J'ai un copain extraordinaire. Quand on a fait ça à une époque, on en a fait pendant une dizaine d'années, on a fait des trucs comme ça, mais on était contents de nous, mais il y avait des gens, ça reclaquait un peu. On était quand même contents parce que c'était dur. Il disait, tu sais, je crois qu'on fait mieux que les autres des trucs qui servent à rien. Bon, voilà. Non, mais je veux dire, bon, voilà. Non, mais c'est quelqu'un que j'aime bien, je dirais assez lucide. Et donc, le après-gouttière est assez difficile à gérer. Je finis, j'ai gouttière de libération, on en a parlé, vous savez la faire, donc ça, c'est pas un problème, ils vous ont montré. Ce que je pense, moi, c'est que c'est à double tranchant, cette gouttière. C'est à double tranchant parce que je pense que c'est la gouttière qui est la moins nocive, mais je pense qu'elle est moins efficace, par exemple, dans un problème articulaire qu'une gouttière de décompression, et je pense qu'elle est moins efficace dans un problème de serrement de dents qu'une gouttière antérieure. Donc, tout compte fait, je veux dire, je pense que c'est une gouttière qui peut se mettre dans une deuxième étape de traitement, c'est-à-dire le truc qui protège, qui est neutre, qui risque pas d'avoir d'effet pervers. Mais en première intention, j'en fais rarement. Donc en général, apport nocturne, elle n'a pas d'effet pervers, mais ce que je vous dis très étonnamment, c'est celle qui est la plus souvent utilisée parce que c'est la plus neutre. Mais je la mettrai plutôt en deuxième partie de traitement ou en deuxième partie de vie, dans la poche, quand il y a un peu de stress, d'accord ? Après, je vous montre juste ce cas-là, c'est marrant. Je le mets dans quelques cas comme ça quand il y a une petite imprécision de l'OIM. Ça, c'est un traitement après ortho. On a aligné les dents. Et bizarrement, ce patient était très malheureux parce qu'il passait toujours d'une position à une autre. Et c'est vrai qu'on a mis pendant un moment une gouttière de stabilisation. Ça a été assez intéressant pour lui. En revanche, juste une anecdote en 3 secondes.
Donc ce patient après ortho, c'est pas confortable, j'ai un peu mal, tout ça. Quand je serre les dents, ça va pas. Puis quand je serre pas les dents, je suis en avant, etc. Et j'étais assez embêté parce que je savais qu'une gouttière pouvait l'aider, mais je voyais bien qu'il y avait un inconfort persistant. Et je l'envoie à quelqu'un d'assez pointu, que j'aime beaucoup, et qui lui dit, mais vous savez, il ne faut pas serrer les dents, monsieur, c'est très mauvais de serrer les dents, parce que forcément, si vous serrez les dents, vous n'êtes pas confortable. Et le monsieur dit, oui, mais c'est bizarre, parce qu'avant qu'on fasse de l'ortho, quand je serrais les dents, j'avais pas mal. Donc c'est juste une anecdote comme ça. Ce que je veux dire, c'est que ce monsieur qui avait tendance à serrer les dents, on a opéré un changement, et on a opéré un changement qu'il a mis dans une situation d'inconfort et d'inadaptation potentielle. Je termine. Le jig, il en a très bien parlé, donc je trouve ça tout à fait intéressant. Après, on est bien d'accord, ça marche bien dans des supras. Je veux dire, quand vous avez des béances, on ne peut pas faire de jig, d'accord? Après, je suis aussi d'accord avec lui, il faut qu'il soit plan, parce que sinon, ça tend à pousser la mandibule dans un sens ou dans un autre. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait même plus de 2 mm entre les dents du fond. Il faut qu'à aucun moment, les gens aient la capacité de serrer. Moi, j'ai quand même, comme j'ai fait plein de conneries et plein de gouttières, je veux dire, j'ai quand même des gens chez qui j'ai créé une luxation parce qu'il y avait un tout petit peu de jeu, j'avais pas fait gaffe, et il a réussi à mordre sur ses dents du fond comme un ouf, et il s'est éclaté une articulation. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un espace important derrière, qu'on soit sûr qu'il ne touche pas. Vous savez, les gens à qui il manque des dents, vous dire qu'ils sont complètement en hypofonction, ont moins de soucis que des gens à qui on a refait des prothèses en très légère sous-occlusion, parce que s'ils n'ont pas de dents, je veux dire, ils sont en hypofonction. Ils ont des problèmes quand ils se remettent à fonctionner. D'accord? Donc là, le jig, c'est pareil. Il faut qu'il y ait, moi, je dirais plus de 4 mm pour être tranquille. D'accord? Voilà. Bah, écoutez, je finis juste. Ma conclusion, c'est pas un bout de plastique, quoi, la gouttière. C'est vraiment pas un bout de plastique. C'est un moyen thérapeutique qui fait partie d'un ensemble. Et l'utilisation judiciaire d'une gouttière, c'est une bonne réponse médicale. C'est vraiment une bonne réponse médicale parce que, je veux dire, c'est quelque chose de complètement réversible. Après, il faut que ça marche vite. Je veux dire, si ça ne marche pas vite, il faut que vous réfléchissiez. Il y a un truc qui déconne. C'est soit le diagnostic, soit vous avez fait pas assez de kiné ou le patient ne fait pas. Un mot sur la kiné. J'adresse toujours en kiné parce que Marie-Yvonne Fournier a effectivement formé un certain nombre de gens, mais il y a d'autres gens aujourd'hui qui font de plus en plus de kiné. Pourquoi j'envoie en kiné et pourquoi je ne dis pas aux gens de faire des exercices? Parce que je pense qu'il y a une prise en charge qui continue. Moi, quand j'ai mal à l'articulation et je suis tout seul devant ma glace à faire des exercices, ça me déprime, quoi. Alors que si je vois une petite mignonne qui me masse et qui me donne des exercices à faire, bon, ça me donne du baume au cœur. Donc, c'est tout à fait possible. Non, mais je veux dire, c'est con, mais je suis comme ça. C'est tout à fait possible parce qu'il y a un feedback aussi. Il y a des gens, ils ont peur de faire les exercices ou ils les font trop violemment. Donc, il y a encore pas mal de kinés qui se sont formés, quoi. Il y avait Marie-Yvonne au début qui a formé des gens, mais il y en a d'autres qui se sont formés, donc moi j'aime bien les utiliser. Voilà. Bah, écoutez, j'ai fini, presque dans les temps. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé très illustré. Et je pense qu'il y a beaucoup plu également. Une question, je rebondis sur la rémunération parce qu'on s'est revenu à quelques reprises concernant la CCAM et la gouttière. Ben non, mais c'est sûr que c'est un problème chez nous. Moi, je fais en fait des devis. Je fais un devis global, une prise en charge de 3 mois. Alors je vous dis aujourd'hui, je fais 3 mois. Pourquoi je fais 3 mois? Parce que j'ai beaucoup d'ados, quand quelques claquements avec des élastiques, etc. En 3 mois de temps, je sais si je suis sur la bonne voie ou pas. Je ne vais pas faire chier un patient pendant 6 mois. Je leur dis, écoutez, si j'arrive pas en 3 mois à aller dans le bon sens, c'est où je suis pas compétent, ou il y a un truc qui m'échappe, j'en sais rien. Et donc je fais des devis sur 3 mois en faisant temps, dont une prise en charge alors c'est plus des 60 parce que c'est ma secrétaire qui fait ça, dont la gouttière à chaîne machin, là, le truc. Voilà. Mais les gens, ils sont assez d'accord. Je leur dis, écoutez, voilà, ça vous coûte 400 € ou 500 € et vous avez une base de 100 et quelques de remboursés. Voilà, je veux dire, après, si... Non, mais on est emmerdé avec la Sécu, on est bien d'accord. Je veux dire, on est payé pour des actes, donc on est payé pour la gouttière. On n'est pas payé pour écouter le patient, on n'est pas payé pour lui donner des conseils. Donc je triche, je fais un espèce de devis global, et dans mon devis global de prise en charge, je mets des conneries, hein, pour faire plaisir. Analyse occlusale, je sais pas quoi, bon, gouttière. Pour le moment, ça passe. Je veux dire, le jour, je vais vous dire un truc, le jour où il m'emmerde, eh ben j'arrête. Je veux dire, qu'est-ce que je fasse? Mais non, mais je ne peux pas vendre des gouttières à 170 €. Je vais faire autre chose. Non, mais voilà, c'est tout. Je triche, quoi. Enfin, je triche, je me débrouille.
Bon, une autre question pour Jean-Charles Caux. Adressée au kinésithérapeute ou à l'orthophoniste, c'est une question. Et comment le faire? Alors, donc ce qui est marrant, c'est que parmi les gens qui s'occupent de faire des massages, des exercices d'étirement, parmi les gens qui ont fait une formation post-universitaire, vous avez soit des kinés de base, des gens qui étaient kinés, soit des orthophonistes. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la plupart des gens que je connais moi, à qui j'adresse régulièrement, s'occupent beaucoup de la langue aussi. C'est-à-dire qu'il y a des modes. Ils n'en parlaient pas trop, mais maintenant ils s'occupent de la position de la langue et quand ils s'occupent des articulations et quand ils s'occupent du relâchement, ils font faire des exercices avec la langue. Donc après, j'ai une prescription qui est merci de faire 10 ou 20 séances de massage et rééducation des fonctions orales. Alors je marque des fonctions orales parce que ça englobe tout. Des ATM et des fonctions orales. Qu'est-ce que je marque? Ah oui, je marque en urgence pour pas que... Bon, parce que si vous êtes en urgence, ils peuvent démarrer tout de suite. Je marque de temps en temps ultrasonothérapie, plus ultrasonothérapie, mais alors je préviens les gens, parce qu'il y a des gens qui sont gentils, mais tous les kinés n'ont pas d'appareil d'ultrason, d'accord? Un petit appareil d'ultrason avec une petite tête, ça détend un peu la musculature. Alors, je mets ça, je dis que vous inquiétez pas, s'il n'a pas d'appareil d'ultrason, je dirais, il vous fera des massages et c'est tout aussi efficace. Donc voilà. Prise en charge d'un problème ATM et des fonctions orales, 10 séances en urgence. Vous voyez avec des kinés, il y a des kinés, vous les appelez, vous leur demandez ce qu'ils veulent exactement pour prescription, on a le droit de le faire. Donc il faut en profiter. Une dernière question, Jean-Charles, s'il te plaît. Tu dis tout à l'heure qu'une orthèse, c'est pas fait pour être portée longtemps. Et la question qui nous est arrivée, c'est quid des bruxistes? Ah oui, non, mais excusez-moi. Oui, non, mais c'est toujours la question qui tue. Alors forcément, les seuls qui, aujourd'hui, moi, je ne sais pas, empêcher les gens de grincer des dents, je ne sais pas. Il y a peut-être une piste concernant l'hypnose, etc. Je ne sais pas les empêcher. Ce que je sais faire, c'est éviter qu'ils abîment leurs dents. Donc ceux-là, c'est à peu près les seuls, effectivement, qui mettent ça à vie. Je suis d'accord, c'est à peu près les seuls. Mais je parle des douleurs. Quand c'est des douleurs, des dysfonctionnements, généralement, ce n'est pas à vie. Les seuls, effectivement, c'est les gens qui ont une usure constante, sévère, des abrasions. Oui, ceux-là, ils mettent une gouttière à vie. Mais ceux-là la mettent volontiers, parce qu'ils savent, ils connaissent les enjeux. Les gens qui ont une entorse, comme je dis, vous avez une petite entorse du ménisque, je sais que ça fait mal, ils ne comprendraient pas très bien qu'ils mettent une gouttière à vie pour une entorse. Alors que ceux qui ont du bruxisme, ils la mettent effectivement à vie, ils ne sont pas malheureux de ça. Ils connaissent les enjeux. Il y avait une question pour... viens avec nous, Jean-Charles, comme ça on sera moins seul. Et puis, qui voudra répondra? Une question sur les myorelaxants, myorésolutifs. Est-ce que parmi les 4 conférenciers, vous avez, je dirais, encore l'utilisation des myorésolutifs et pourquoi? Myorésolutif, c'est un terme que je ne connais pas. Mais par contre, sur les myorelaxants, je dois dire que les thiocolchicosides, c'est-à-dire Miorel et décontractiles, avaient une efficacité sur un temps court, prescrits en... Bon, ils ont une contre-indication qui est le transit intestinal qui augmente très vite. Donc il faut prévenir. Généralement les femmes disent oh chouette, les hommes disent ah ben non, alors ça va pas être possible. Donc le problème c'est qu'il est actuellement dans une situation de contrôle parce qu'il créerait d'autres problématiques à distance dont un problème de spermatozoïdes, je crois, et puis enfin voilà, donc il diminuerait. Certains sont interdits. Oui, alors, et les autres, alors c'est les thiocolchicosides qui n'ont pas d'effet au niveau central, qui sont les seuls que j'ai jamais prescrits. Il faut surtout éviter les benzodiazépines qui ont été prescrits à tort à travers en particulier le myolastan et qui est considéré comme un stupéfiant actuellement, qui a été brutalement retiré des ventes et il est sous surveillance énorme. Rien à voir, quoi. Donc thiocolchicosides, Miorel, décontractile, mais pour une durée courte, c'est maximum 7 jours.